Alors salut à tous, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler toujours de collision. Collision pourquoi? Parce que c'est très important dans le jeu vidéo. Ça va nous permettre de faire ce genre de choses. Je vous montre tout de suite, on voit Link là qui se bagarre, donc là aussi il y a de la collision. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui c'est plutôt ça, c'est on va saisir des objets, les porter, les déplacer et les jeter. Donc tout ce que vous venez de voir là, le principe c'est gérer les collisions entre deux objets et une fois qu'il y a collision, on va définir un événement particulier. L'événement particulier c'est soulever cet objet, le porter, le déplacer et ensuite le jeter. Et c'est ce que nous allons faire avec GameMaker tout de suite. Alors pour aller plus vite, j'ai déjà pas mal avancé. Donc j'ouvre GameMaker, j'ai déjà créé les sprites, donc j'ai créé le sprite une bombe, hein, voilà, en pixel art, en 8 pixels par 8 pixels, c'est style Pico 8. Et un joueur, j'ai dessiné un petit Link avec quelques frames d'animation, voilà, comme ceci, j'ai fait 6 images. Voilà, ça ce seront nos deux sprites. Et à partir de ces deux sprites-là, on va créer deux objets, l'objet player et l'objet bombe. Alors je vous montre tout de suite euh, le résultat que nous allons essayer d'obtenir. Voilà, donc je l'ai déjà fait. Le joueur se déplace de droite à gauche, donc c'est très très sommaire, hein, puisque quand je vais à gauche, il ne se retourne pas. Quand j'arrive près de la bombe, vous voyez, il y a collision. Et là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la barre d'espace, je porte la bombe, et quand j'appuie sur Entrée, voilà, il repose la bombe. Ok, voilà. Donc c'est ce que nous allons faire et nous allons voir comment est-ce que l'on fait ça. Alors on va se concentrer d'abord sur l'objet player. Donc on va ouvrir l'objet player. Alors qu'est-ce que j'ai fait? L'objet player, lui, il va déjà se déplacer. Donc pour se déplacer, dans l'event create, j'ai créé quelques variables d'instance. Donc hspeed pour vitesse horizontale que j'ai fixé à 1. Et puis deux autres variables d'instance, left et right, qui vont permettre de définir si le joueur va à droite ou à gauche. Donc ça c'est très simple. Ensuite dans l'event state, je vais vous montrer la méthode très simple pour pouvoir déplacer un joueur de droite à gauche. Je crée une variable locale, ici var move égale 0. Et ensuite on va utiliser les fonctions de détection de touches du clavier. Donc keyboard check. Donc on va faire une première conditionnelle qui vous dit donc si j'appuie sur ici virtual keyboard left, donc la flèche à gauche, alors je vais fixer ma variable d'instance left à 1, sinon elle est à 0. Ensuite, une deuxième conditionnelle, si j'appuie sur la flèche de droite, alors à ce moment-là, right est égal à 1, sinon right est égal à 0. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir fixer le signe de ma variable locale move en faisant move égale right moins left. Donc si par exemple j'appuie sur la touche, la flèche de gauche, donc je vais avoir left égale 1 et right qui sera égal à 0. Donc j'aurai move qui sera égal à 0 moins 1. Donc move sera égal à moins 1. Et ensuite, quand je vais gérer le déplacement du joueur, donc x plus égal move fois hspeed, je vais avoir en fait move qui est négatif, donc je vais avoir une vitesse horizontale négative, et donc mon joueur va se déplacer vers la gauche, hein, dans le repère xy. Et de la même façon, si j'appuie sur la touche de droite, à ce moment-là, right est égal à 1, et donc la valeur de move sera positive, puisque 1 moins 0, ça fait 1. Donc à ce moment-là, j'aurai une vitesse horizontale qui sera positive, donc mon joueur va se déplacer vers la droite. Donc ça, c'est très simple, c'est une méthode qu'on utilise couramment avec GameMaker pour pouvoir déplacer un objet à l'écran. Au passage, autre petite chose, dans le cas où vous voudriez par exemple faire en sorte que votre joueur se retourne quand vous allez à droite ou à gauche, on peut utiliser ce petit bout de code ici avec une conditionnelle que si move est négatif, alors on va utiliser cette petite
méthode qui s'appelle ImageXScale. C'est-à-dire qu'on va, en fait, c'est pas une méthode, c'est une variable spéciale de GameMaker. On va lui dire, ben, ImageXScale, tu vas la retourner. Tu vas en fait retourner l'image en fixant la valeur à -1. Vous allez voir le résultat, ça va permettre de faire un flip horizontal de l'image. Donc là, si je le relance, on va voir ça. Vous voyez, quand je me déplace d'un côté, voilà, à droite c'est bon, à gauche l'image se retourne. Alors, vous remarquerez que c'est un petit peu violent là, hein, quand il se retourne, en fait il saute une case, hein, il saute 16 pixels, hein, parce que c'est très simple. L'image Scale, le retournement, le flip horizontal se fait à partir du point de l'origine du sprite. Alors je vous montre le sprite. Si je prends Player, vous voyez que j'ai fixé l'origine du sprite ici, là, en haut, à gauche. Donc forcément, quand je vais faire un flip horizontal, eh ben, il va sauter une case, il va se déplacer de 16 pixels. Donc c'est pas super réaliste. Par contre, si je mettais Top Center, alors, en mettant Top Center, là, effectivement, il va faire un flip. Vous voyez, voilà, c'est beaucoup mieux. Il fait un flip directement autour de son point central, en fait. Donc, c'est beaucoup moins violent que tout à l'heure, hein. C'est mieux comme ça. Le problème, c'est que si j'utilise un top center, je vais avoir des problèmes après pour gérer mes collisions. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Moi, quand le joueur va à gauche ou à droite, ben, je préfère dupliquer les sprites plutôt que d'utiliser Image Scale. Voilà, c'est tout simplement. Donc je remets en top left, choc, je ferme ça. Et cette petite partie de code là, j'en ai pas besoin. Donc je la ferme et on n'en parle plus. Également, je voulais simplement vous dire que on pouvait utiliser autre chose pour pouvoir gérer le déplacement. On va tout simplement fermer ça. Choc, fermer ici. On va utiliser, on va fermer ça aussi, move égale right moins left, et on va réouvrir ça. En fait, move, on peut obtenir le signe négatif ou positif pour la variable move, la variable locale move, en utilisant directement keyboard check moins keyboard check. Donc vous voyez que je vais faire keyboard check touche de droite moins keyboard check touche de gauche. C'est exactement ce qui est juste au-dessus, pareil que ce qui est au-dessus là, right moins left. Et du coup, j'ai pas besoin d'utiliser mes variables d'instance left et right, c'est inutile. Je peux simplement utiliser ça et ça marche très très bien. Je vous le prouve. On relance tout ça. Et vous voyez, ça marche de la même façon et j'ai réduit bien comme il faut mon code et je me suis économisé quelques variables. Du coup, j'en ai plus qu'une ici. Bien, voilà, donc on passe à la suite. Dernière petite précision sur pourquoi est-ce que move égale keyboard check moins keyboard check, c'est équivalent à move égale right moins left. Tout simplement parce que la fonction keyboard check, lorsque la touche est enfoncée, elle renvoie la valeur 1, et lorsque la touche est relâchée, elle renvoie la valeur 0. Et donc là, on a bien notre move qui sera soit égal à 0 moins 0, ou bien 1 moins 0, ou bien 0 moins 1. Donc c'est exactement pareil que tout à l'heure, mais avec beaucoup moins de code. Voilà, donc petite précision faite. Maintenant, on va parler de collision, puisque le joueur et la bombe vont rentrer en collision. Alors, comment est-ce que ça se passe? Alors, GameMaker, il y a des fonctions toutes prêtes, toutes faites pour gérer les collisions. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez GameMaker collision, et puis vous aurez plein de trucs, place meeting, etc., etc. Et il y en a pas mal. Mais on peut créer sa propre fonction de collision. Et donc, si vous avez vu mon devlog numéro 8, je discute longuement sur comment créer une fonction de collision très simplement et elle est ici. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de code. Gros avantage, c'est que cette fonction, vous pouvez l'utiliser avec, je pense, n'importe quel langage de programmation. Je l'ai utilisé sur Pico 8, je pense que vous pouvez l'utiliser en C# avec Unity, vous pouvez l'utiliser en C++, vous pouvez l'utiliser en C, je crois qu'on peut l'utiliser avec n'importe quoi. C'est vous qui l'a créée, elle est facile à retrouver
Et donc, si vous regardez devlog numéro 8, vous verrez que je vous explique avec des schémas exactement comment ça fonctionne. Et même si vous ne la connaissez pas par cœur, vous ne l'enregistrez pas par cœur, vous pouvez la retrouver facilement avec simplement un petit dessin. C'est vraiment très très simple. Donc, voici cette fonction de collision. Voilà. Donc, c'est une fonction que j'ai appelée call et qui va prendre qui est une fonction à 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'objet A. Le deuxième paramètre, c'est l'objet B. Le troisième paramètre, c'est width, c'est-à-dire la largeur de nos objets. Et height, c'est la hauteur de nos objets. Ok. Alors, cette fonction, elle marche pour des sprites qui ont la même taille, c'est-à-dire exactement, pas forcément la même taille de sprite, mais la même hitbox. Dans mon devlog 8, je vous parle en long en large de ce que c'est qu'une hitbox. Une hitbox, ça n'a pas forcément la même dimension que le sprite. Ça peut être plus petit, ça peut être beaucoup plus grand. C'est un genre de rectangle, de carré qui va venir se mettre par-dessus votre sprite et la collision va être gérée avec cette hitbox. Alors dans le devlog 8, vous verrez que j'ai détaillé cette fonction, mais je ne l'ai pas utilisée. J'ai utilisé une fonction de GameMaker qui s'appelle Point in Rectangle. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû utiliser ma fonction, c'est stupide de ma part. Et donc là aujourd'hui, je vais vraiment l'utiliser. Donc voilà, 4 paramètres, objet A, B, width and height. Dans notre cas, nos sprites, ils font, je ne sais plus combien, ils font 16 pixels par 16 pixels. Donc, quand on définira W et H, eh ben, on écrira 16 et 16. Voilà. Donc, notre fonction, cette fonction collision, je l'ai déclarée dans ce qu'on appelle dans un script. En GameMaker, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser des scripts. Moi, j'appelle mon script function, ou dans lequel je vais écrire toutes mes fonctions et dans lequel je vais déclarer toutes mes variables globales. Comme là où j'en ai déclaré une en haut, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Donc l'avantage du script, c'est qu'au lancement du jeu, le script, tout ce qui est dans le script va être lu immédiatement. Ce qui fait que GameMaker aura connaissance de toutes les fonctions et il aura initialisé toutes les variables globales. Voilà. Donc si après un objet utilise une variable globale, elle aura déjà été initialisée et déclarée au démarrage du jeu. Donc c'est très important de déclarer toutes les fonctions et toutes les variables globales dans un script GML. Bien, alors, vous voyez que ma fonction, lorsqu'il y a collision, elle va renvoyer 1. Sinon, s'il n'y a pas de collision, elle renvoie 0. Donc ça, c'est la fonction. Si vous voulez avoir plus de détails, allez voir devlog 8. Alors, où appeler ma fonction collision? J'ai deux options, donc soit je l'appelle dans l'objet player, ou bien dans l'objet bombe, puisque les deux interagissent entre eux. Je peux appeler ma fonction dans l'un ou dans l'autre. Moi, j'ai décidé d'appeler ma fonction dans bombe, dans l'objet bombe. Pourquoi? Parce que l'objet bombe, lui, il va entrer en collision avec un seul objet, c'est le joueur. Donc, j'ai un seul appel de fonction dans l'objet bombe. Par contre, le joueur, lui, potentiellement, dans votre jeu, il pourrait entrer en collision avec des centaines d'objets, voire plus encore. Donc, si j'appelle les fonctions de collision pour chacun de ces objets différents dans le joueur, imaginez le nombre de lignes de code qu'il va falloir analyser pour savoir si à chaque instant, il y a un de ces objets qui est en collision avec le joueur. Ça va alourdir le code et on sait très bien qu'il faut faire en sorte que le code du joueur soit le plus léger possible pour des problèmes de performance. Donc, c'est pas une bonne pratique d'appeler la fonction collision dans le joueur. Il vaut mieux l'appeler dans chacun des objets qui entrent en collision avec le joueur. C'est donc ce que j'ai fait ici en déclarant une variable d'instance C que j'ai initialisée à 0 et ensuite dans l'event step, dans cette variable C, je récupère la valeur renvoyée par la fonction collision, donc qui prend en argument l'objet bombe et l'objet player. L'objet bombe, c'est-à-dire l'objet
lui-même. On va voir que ça, il va falloir le changer tout à l'heure. Je vais vous montrer pourquoi. Donc pour maintenant voir s'il y a bien collision, il va falloir récupérer la valeur qui est contenue dans la variable c là, hein, puisque la fonction, l'appel de la fonction renvoie donc 1 ou 0 en fonction de si oui ou non il y a collision. Donc pour ça, j'ai créé un objet au texte que j'ai mis ici dans ma room. Et j'ai créé un event draw et je récupère la variable d'instance avec la notation point comme ceci, puisque une variable d'instance c'est une variable qui n'appartient qu'à un objet, donc elle n'est pas globale, et donc si on veut récupérer cette valeur, il faut donc écrire le nom de l'objet point la variable. Donc une petite condition, if obomb.c est égal à 1, c'est-à-dire collision, j'ai mis draw text collision. Voilà, on va écrire sur l'écran qu'il y a collision. Donc ça, c'est bon. Et vous allez voir, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ah ouais, on va faire une petite modification dans les deux objets. On va créer un event draw et on va écrire ici draw rectangle, voilà, avec x, y, on va donc dessiner un rectangle qui correspond à la hitbox, donc x plus 16, y plus 16 et un outline de 1, voilà, et je vais copier ça, CTRL C, et je vais aller dans l'objet aux bombes, on va aussi rajouter un event draw, et je vais rajouter ça, draw rectangle. Donc ce draw rectangle, c'est pour matérialiser en fait la hitbox, qui, dans notre cas, notre hitbox, elle a la même taille que le sprite. Je vous ai dit, ça peut ne pas être le cas, elle peut être plus petite ou plus grande. Et donc là, on va lancer tout ça. Voilà, donc j'ai plus mes sprites, mais j'ai des rectangles, des carrés plutôt. Et donc vous voyez que quand les deux carrés se chevauchent, j'ai bien collision grâce à l'objet auText. Là, je récupère le contenu de la variable c contenu dans l'objet auBomb. Et voilà, j'ai bien mes collisions. Ok, ça marche. On va pas garder ça parce que les petits carrés, c'est pas super. On va effacer nos event draw. Ça, c'était juste pour voir les hitbox. Très bien. L'objet auText, on le laisse où il est. Ok. Donc voilà, et maintenant on va passer à la suite. Alors maintenant, pour pouvoir soulever l'objet, pour pouvoir le transporter, et puis ensuite pour pouvoir le jeter, j'ai dû déclarer à l'initialisation de l'objet bombe deux autres variables d'instance que j'ai appelées isDownTrue et isUpFalse. Donc comme leur nom l'indique, à l'initialisation, la bombe elle est au sol, isDown, ça c'est vrai, et isUp, ça c'est faux, elle n'est pas en l'air, donc j'ai mis isUpFalse. Ça c'est au début quand le jeu démarre. Ensuite, comment faire pour saisir l'objet? Pour saisir l'objet, il va falloir que l'utilisateur, le joueur, fasse une action. L'action, elle est ici, c'est j'ai utilisé la barre d'espace. Donc si on appuie sur la barre d'espace et si il y a bien collision, alors on va modifier les variables d'instance isDown et isUp. En isDown false, l'objet n'est plus au sol. IsUp true, l'objet est bien en l'air. Okay, et on fait exactement l'inverse pour lorsqu'on veut poser l'objet. Alors là, j'ai utilisé une autre touche, j'ai utilisé la touche entrée. Et donc, si j'appuie sur entrée, alors isDown est true, l'objet retourne au sol, et isUp est false. Okay, je reviendrai sur global, nombre d'objets égale 0 et 1. On verra ça plus tard. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour notre objet bombe si isUp est fixé à true? Donc if isUp, alors l'objet va devoir suivre le player. Donc pour ça, je vais mettre que les variables position de l'objet bombe vont être égales à la position x du joueur et à la position y du joueur moins 16. Ça veut dire que moins 16, eh ben, l'objet il va passer au-dessus de la tête
du joueur, puisque vous savez que dans un jeu, on a les X et Y avec l'origine du repère qui est en haut à gauche de l'écran. Donc lorsque l'on descend en bas de l'écran, on va vers des valeurs positives, et quand on remonte, on va vers des valeurs négatives pour Y. Donc si je veux faire en sorte qu'un objet aille vers le haut de l'écran, il va falloir que je décrémente sa valeur Y. Donc c'est pour ça que je mets au player Y-16. Très bien. Donc vous voyez, donc si isUp est true, alors là on a l'objet bombe qui va suivre la position du joueur. Et qu'est-ce que je fais aussi ici? C'est position X en fait. Je récupère la position X de mon objet à chaque instant. Vous allez voir pourquoi après. Donc, on passe à la suite maintenant. Si isDown est true. Alors, si isDown est true, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais faire en sorte que le Y de mon objet au bombe, ce soit égal au Y de l'objet player, puisque au début, les deux objets sont sur un plan, sur le sol, ils sont au même niveau. Okay, et pour la position X de ma bombe, eh ben, je vais, quand il va poser la bombe, il va poser la bombe devant lui, 16 pixels plus loin devant lui. Donc c'est pour ça que ici j'ai utilisé pose X pour avoir à chaque instant la position de ma bombe, pour pouvoir au moment où je vais la reposer, pour pouvoir la poser à l'endroit où elle était, plus 16 pixels. Donc, si je ne fais pas ça, je ne vais pas savoir où est ma bombe sur l'axe des X, et donc quand je vais la reposer, ça ne va pas la poser au bon endroit. Et ensuite, je vais mettre isUp est égal à false, c'est-à-dire que l'objet est au sol, donc il n'est plus en l'air, et on a isUp égale false. Donc voilà le code pour permettre de récupérer l'objet. Alors, pourquoi j'ai mis global n objet égale 0? Je vais vous montrer pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord relancer le jeu. Donc j'avance, il y a bien collision, vous voyez, je porte l'objet. Donc la bombe se déplace en même temps que le player. Et quand j'appuie sur la touche entrée, je repose ma bombe 16 pixels devant le joueur. J'aurais pu faire un peu plus loin, j'aurais pu faire au même endroit, c'est pas un problème. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer à quoi sert global n objet, je vais simplement, on va couper ça et on va faire comme ça. Voilà, et ici je vais supprimer ça. Et ici, je vais supprimer ça aussi. Je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Je relance le jeu. Et vous voyez que là, il y a toujours collision. J'attrape l'objet, je le pose. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est si je place dans ma room une seconde instance de l'objet aux bombes. Vous voyez? C'est le même objet. En fait, c'est l'objet aux bombes, mais ce qu'il y a sur la scène ici, ce sont des instances d'un même objet. Donc, on va voir ce que ça donne. Je relance. Donc, vous voyez que là, c'est bizarre, j'ai pas collision. Et là, j'ai collision. Pourtant, on voit, vous voyez, je ne peux pas attraper là. Je ne peux pas attraper l'objet. Alors que là, je peux l'attraper. Et là, je ne peux pas l'attraper. Alors pourquoi je ne peux pas l'attraper? Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que en fait, il y a un petit souci dans l'appel de la fonction ici. Là, j'appelle l'objet aux bombes. Le problème, c'est que quand dans ma room, j'ai plusieurs instances du même objet, lequel
lequel s'appelle aux bombes. Mais en fait, il n'y en a pas qui s'appellent aux bombes. Ils ne s'appellent pas aux bombes. Ils ont un identifiant. Chaque instance d'objet a un identifiant. Donc là, vous avez vu, je peux soulever qu'un seul des deux objets. Finalement, je peux soulever un seul. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui va être lu par GameMaker. C'est le premier qui va être déclaré en quelque sorte. Lui, je vais pouvoir l'utiliser. C'est la première instance qui est déclarée par le jeu. Toutes les autres, je n'y ai pas accès. Donc, dans ma fonction collision, dans l'appel de ma fonction, il faut que j'utilise le mot clé ID. C'est une variable intégrée de GameMaker. ID ne fait pas référence à l'objet, mais à l'identifiant de l'instance de l'objet. Et donc là, regardez ce qui va se passer. Là, maintenant, je peux attraper celui-là et le poser, et je peux aussi attraper celui-là et le poser. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Par contre, on va regarder un peu s'il n'y a pas un autre problème. J'attrape l'objet, et là il y a collision, et je le pose. Et là je vais attraper mon objet, et vous voyez que les deux objets se sont superposés en fait. Je ne fais plus la distinction entre les objets, entre les deux objets. Donc il y aurait une centaine d'objets, ce serait le même problème, ils seraient tous superposés l'un à l'autre. Donc là, il trouve que finalement, notre joueur, il porte au-dessus de sa tête deux instances du même objet. Moi, je veux pouvoir en porter qu'une seule, je veux pouvoir différencier ces instances. Donc, c'est pour ça que dans mes fonctions, j'ai déclaré une variable globale qui est le nombre d'objets et que je limite à 1, donc le nombre d'objets portés par le player. Donc, on va utiliser maintenant cette variable globale. Donc pour ça, si j'appuie sur la barre d'espace et qu'il y a collision, et surtout que global nombre d'objets est égal à 0, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que le joueur ait déjà un objet dans les bras, alors je vais pouvoir attraper l'objet. Et je fixe ma variable globale à 1. Ce qui fait que comme elle est fixée à 1, si il y a une nouvelle collision avec une autre bombe, comme pour pouvoir la prendre, il faut que le nombre d'objets soit égal à 0, ben, comme il est égal à 1, je ne vais pas pouvoir le porter cet objet. Donc je pourrais en attraper qu'un. Je pourrais attraper qu'un seul objet grâce à cette petite variable toute bête. Voilà. C'était l'astuce qu'il fallait pour réussir à ne porter qu'un seul objet à la fois. Et maintenant, lorsque je vais lancer le jeu, vous voyez, je peux attraper ma bombe, je peux la poser à côté de l'autre, et là, je peux attraper une bombe. Là, j'attrape plus de bombe du tout. Alors, j'ai dû oublier un petit quelque chose. Oui, c'est là. L'objet est posé. Il faut réinitialiser la variable global nObj égale à 0. Parce que si on ne réinitialise pas, la variable reste égale à 1 et donc je ne peux pas rattraper d'objet. Donc je recommence. Je vais attraper mon objet, je vais le poser tout près de l'autre. Vous voyez, les deux sont collés. Là, je suis en collision avec les deux normalement. Et là, vous voyez, je n'en porte qu'un à chaque fois. Voilà, ils sont tous les deux bien collés. Tac. Vous voyez, tac. Voilà, là, ils sont l'un sur l'autre et pourtant, je n'en prends qu'un. Voilà. Parfait. Donc, ça marche bien, hein, ça marche bien. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose hein, comme code. Je crois vous avoir parlé de tout. Donc, oui, on a tout vu. Donc, vous voyez, rien qu'avec ce petit code et surtout cette petite fonction magique qui permet de définir si deux hitbox sont superposés ou pas, on peut gérer les collisions et attraper des objets exactement comme dans le jeu que je vous ai montré tout à l'heure avec Link qui soulevait ses pots pour les jeter. Voilà, donc j'espère que ça vous avez bien compris et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser.